Allez, on se projette un petit peu dans une fiction surréaliste. Imaginons que d'ici 2 3 ans, par un concours de circonstances ubuesques, tu te retrouves chef de l'État. Alors, chef de l'État, non, ça ne m'intéresserait pas outre mesure. Je crois que même ministre de l'Éducation, ça ne m'intéresserait pas. Ce sont des gens qui courent après le pouvoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalisation, hein. Je suis plus un créatif qu'un un étatique, hein, d'une façon ou d'une autre. Euh, non, j'aimerais bien être, enfin, donner des conseils Consultant, hein. à un ministre. Hmm. Oui, voilà, consultant. Mais ça va pas plus loin, je dirais. Je m'amuse beaucoup plus seul devant un clavier à 5 heures du matin à écrire ce que j'ai envie d'écrire que à consulter des dossiers pendant des heures et des heures rue du Grenelle Imaginons quand même que tu ou rue sois du Faubourg président. Saint-Antoine. Pour rire. Tu es président de la République. Qu'est-ce que tu prends, Saint-Honoré, pardon. hein, qu'est-ce que tu prendrais comme décision rapidement sur les 100 jours de l'état de grâce? Euh, Complètement réformer la Constitution, créer un état d'urgence qui suspendrait les pseudo-libertés démocratiques, nommer une centaine de personnes compétentes à des postes clés et refaire ce qu'on a fait en 1792, c'est-à-dire une convention nationale susceptible de prendre des mesures d'urgence pour sauver la République. Tu trouves qu'aujourd'hui, c'est ça, la démocratie, quand un président de la République ou une partie en fait des membres de l'Assemblée nationale sont élus avec 25-30% des inscrits. C'est même plus ça. J'ai fait un article il n'y a pas très longtemps dans Causeur sur le fait qu'il n'y a pas de démocratie possible. La démocratie, c'est un mot grec, ça a été inventé pour des cités grecques. Alors je ne sais pas si vous êtes allé à Athènes, mais l'agora d'Athènes, où se prenaient des décisions, il y avait 1000 personnes dessus. Une espèce de plateforme rocheuse sur laquelle s'exprimaient les orateurs, on met 10 personnes. C'est fait pour des petites sociétés très précises, très hiérarchisées, etc. C'est pas fait pour des États avec des millions et des millions d'habitants. Ce qu'il faut pour des États modernes sont des formes de république, hein, au sens 1792-1793 du terme, c'est-à-dire un certain nombre de représentants élus ou désignés, ça dépend encore du mode, et qui ne passent pas leur temps à penser à la prochaine élection. En 1792, enfin jusqu'en 94, la moitié des membres de la Convention savaient qu'ils allaient être guillotinés. Voilà, c'était dans la logique du système. Il faudrait prendre des gens qui n'ont absolument rien à perdre et rien à gagner, qui se battraient pour la République, pour la beauté de l'action, pour sauver la République. De surcroît, ça n'a rien à voir avec la démocratie. De surcroît, la démocratie, c'est à peu près comme dans un stade, la foule s'aligne sur le slogan du plus bête. Hein, ça, c'est une règle absolue. C'est pas ma vision de la démocratie. Ma vision de la démocratie, c'est une démocratie relativement élitiste où un certain nombre d'esprits éclairés prennent des décisions à long terme pour le bonheur de tous. Hein, Saint-Just disait le bonheur est une idée neuve en Europe. Il avait parfaitement raison d'ailleurs à son époque, mais le bonheur collectif est une idée qui n'a pas cours actuellement. Ce que l'on veut actuellement, c'est la médiocrité collective. Il est évident que le pouvoir aujourd'hui ne s'intéresse pas à la démocratie, à la République, à quoi que ce soit. Il s'intéresse à sa propre conservation, à son accroissement. C'est ce que Natacha Polony a appelé à un certain moment le centrisme totalitaire. C'est-à-dire que tout semble être respecter les formes, en quelque sorte, mais pratiquement, cela consiste à ne laisser aucun pouvoir à qui que ce soit. Et en même temps, le pouvoir actuel n'a aucun pouvoir.
parce que les décisions sont prises à Bruxelles, les décisions sont prises à Davos, les décisions sont prises bien systématiquement ailleurs qu'à Paris. Hein. Donc il faut de toute évidence en revenir à un pouvoir réel, qui serait un pouvoir français, éventuellement même dans certains cas un pouvoir régional. C'est possible, j'ai pas encore tranché entre jacobin et girondin, hein, ça c'est encore autre chose. Je sais qu'Onfray, par exemple, est plus girondin qu'un autre. Moi, j'ai une vieille tendance jacobine qui me vient de ma fréquentation des Mao dans les années 68-72. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens cessent d'être importunés par des rappels au vote ou quoi que ce soit. Ils s'en fichent totalement pourvu qu'ils aient le dernier Apple. Ce qu'il faut, c'est prendre des décisions à long terme, pas à 6 mois, pas à 1 an près, etc. La Chine, par exemple, prend des décisions à 100 ans près. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont des plans sur que sera notre pays dans 30 ans, 40 ans, où irons-nous chercher les matières premières, etc. Ce sont des questions que personne ne se pose en France. Hein. Lorsqu'on dit en 2035 qu'il n'y aura plus de moteur thermique, eh bien j'attends encore qu'on me dise où on ira chercher les terres rares avec lesquelles on bâtira des batteries et des moteurs électriques. Il n'y a pas de réponse à ça non plus. Hein. Donc, il faut absolument avoir des gens qui aient une vue à long terme. En ce qui concerne l'éducation, puisqu'après tout, c'est vraiment ce à quoi j'ai consacré ma vie, une réforme de l'éducation n'est sensible qu'au bout de 15 à 20 ans. C'est-à-dire si on décide aujourd'hui de modifier par exemple la façon dont on apprend à lire, à écrire, on saura si ça a un effet quelconque vers 2040. Ça semble un peu désespérant, mais les vraies réformes ont besoin de ce genre de délai. Hein, le reste, c'est de la poudre aux yeux. Les lois à appliquer de façon instantanée, etc., ça n'a aucun sens. La réforme des retraites, alors 64 ans, 65, 62, etc., je remarque juste que les syndicats n'ont rien dit lorsqu'on a porté la durée des cotisations à 42 ans, mais c'était la gauche qui était au pouvoir, donc c'était inaudible et indicible. Il faut savoir juste moduler, c'est-à-dire déterminer quel type de pays on veut, quel type de destin on veut, y compris quand on sera plus vieux. Il faut arriver à donner à chacun, en quelque sorte, non pas sa juste part, mais sa juste rétribution pour le travail fourni, etc. J'ai parfois des doutes sur certaines prestations qui semblent automatiques, le RSA, etc. C'est-à-dire que l'argent gratuit, ça demande à être réexaminé dans le détail. Dans le domaine de l'éducation nationale, le système d'attribution des bourses, uniquement sur critères sociaux, me semble extrêmement bizarre. Je serais partisan de tout remettre à plat et de faire des bourses au mérite. Parce que là, les enfants seraient motivés peut-être pour travailler. Leurs parents les motiveraient pour travailler. Hein. Si tu ne travailles pas, c'est la situation qu'il y a dans La gloire de mon père et Le château de ma mère. Hein. Tu travailles et tu auras une bourse qui te permettra d'entrer au lycée tiers. Sinon, tu vas vers des cycles courts et tu travailleras aux savonneries de Marseille. Voilà, c'est ça. Alors, le petit Marcel Pagnol est épaulé par son père, etc. Il faut d'une façon ou d'une autre motiver les parents pour qu'ils cessent de dire ah oui non des devoirs le samedi matin c'est impensable, etc. C'est pas pour vous qui travaillent, c'est pour eux. Tu as parlé de la Constitution que tu voulais réformer. Justement, suite au référendum constituant de la Ve République, et ce contrat qui a été passé, alors tu as peut-être voté toi, je ne sais pas si tu es en âge de voter à cette époque-là. Oui ou non? Non, non, tu n'as pas voté. Est-ce que tu trouves ça logique qu'on en subisse les conséquences alors que nous-mêmes, nous n'avons pas été consultés et que le contrat, on ne l'a pas passé, on ne l'a pas signé?
Alors ça, on ne peut pas en permanence voter et revoter les lois au fur et à mesure. Par exemple, on a un certain nombre de lois sur juridiques, hein, sur les peines correspondant à tel ou tel type de délit, etc. On ne va pas les remettre en cause systématiquement. On a fait une loi contre la peine de mort, c'était sans doute une très très bonne idée, parce que c'était une pure horreur, hein. Il faut bien comprendre à quel point c'est une pure horreur. Euh, non, vous savez, dans la Constitution de la Ve République, De Gaulle avait compris les limites de la Constitution quand il a fait glisser dedans l'article 16. L'article 16 permet de prendre les pleins pouvoirs. Après, il a dit, c'est pas à mon âge que je vais devenir dictateur, etc. Mais l'idée était là, en quelque sorte. Il est évident que par les temps qui courent, il faut un gouvernement extrêmement fort qui ne passe pas son temps à demander leur avis aux uns, aux autres, etc. Il faut certainement qu'il y ait un consensus, mais s'il n'y a pas de consensus, il faut à un certain moment prendre des décisions. Ce qui me paraît caractéristique des gouvernements en place depuis une quinzaine d'années, c'est qu'il n'y a pas de décision prise. Quand par hasard le peuple vote dans un sens autre que celui qui a été énoncé par les gouvernants, voire le vote sur la Constitution européenne en 2005, on renverse le vote d'autorité. Eh bien, il y a des tas de choses que l'on pourrait renverser d'autorité. par Voilà. exemple? Oh, la liberté pédagogique, ce qui me semble être le paravent de toutes les incapacités. Euh, la, jusqu'à un certain point, la liberté d'expression. Il faut bien comprendre une chose, c'est que si la liberté d'expression, c'est ce qu'on voit actuellement sur le net, euh, il faut sérieusement repenser la question. Voilà, parce que la liberté d'expression ne peut pas être de la désinformation systématique, etc. Euh, Entre autres, hein, par exemple, il est évident que la police, par exemple, s'occupe essentiellement de la répression des désordres et pas du maintien de l'ordre. Ce qui est tout à fait différent, hein. La police est équipée, techniquement, même pour réprimer les manifestations, pas pour courser les criminels. Euh, et les gens le voient très bien. Les gens voient très bien que lorsqu'il y a une manifestation quelconque, euh, les flics sont très performants. Lorsqu'il y a un vol à la tire dans les rues, ils le sont beaucoup moins, d'ailleurs ils ne sont pas là. Oui, l'État Voilà. répressif fonctionne bien. L'État répressif fonctionne très très bien. Mais justement, ce n'était pas le rôle de la police. Et d'ailleurs, il y a plein de flics d'ailleurs qui sont pas extraordinairement contents. Ah, il se trouve qu'ils n'ont pas le droit de grève. Bon, hein, mais euh, l'ensemble des institutions actuellement va mal. Voilà. De la même manière, on n'arrête pas de voir des criminels qui récidivent parce qu'un juge les a remis en liberté alors qu'ils avaient encore 15 ans à purger, etc. Et les gens voient ça, véritablement. Donc il faut arriver à prendre des décisions qui passent par-dessus les appareils d'État à certains moments et qui soient des décisions, je dis même pas justes, mais efficaces. Voilà, on en est très loin. L'impôt en France, on est le pays le plus imposé Mais oui, mais au monde. qui est imposé? Globalement, c'est ce qu'on appelle les classes moyennes qui ont cessé d'être moyennes. Je veux dire, les classes moyennes, il faut voir, hein, ce qu'on appelle les prolétaires, toutes options confondues, y compris les prolétaires des milieux agricoles, c'est 20% de population. Les cadres supérieurs, c'est 10%. Il y a 70% de classes moyennes qui sont actuellement totalement prolétarisées. Et c'est à elles qu'on demande l'effort fiscal. C'est une plaisanterie. Hein. On avait résolu le problème en 1945 en privatisant un très grand nombre de grands groupes, de grandes banques, etc. Il va falloir penser très exactement à où est l'argent. Voilà. Entre l'évasion fiscale des grands groupes telle qu'elle est dénoncée actuellement à travers les agissements de certaines banques et les économies qu'on est censé faire sur les retraites, il y a une telle disproportion que n'importe qui s'est un petit peu au courant est fondamentalement choqué. Hein. L'argent s'évapore véritablement
il s'évapore là où il est, et on va le chercher là où il n'est pas. Exactement, ouais. Hmm. Euh, Mais j'attends pas des partis actuellement en lice qui changent quoi que ce soit à la question, parce que tant qu'ils sont tenus par des arbitrages qui sont extra-français. Tout à fait, ouais. Hmm. Voilà, c'est-à-dire que tant qu'on dit ah oui mais l'essentiel c'est l'équilibre de la balance, c'est la dette extérieure, c'est ben, déjà redonnons à la Banque de France le pouvoir de battre monnaie, puis on en reparle. Hmm. Hein. Les Américains se gênent pas de leur point de vue et le privilège américain qui ne s'appuie sur rien parce qu'ils ont une dette extérieure absolument colossale, le privilège américain pourrait très bien être partagé. Justement, cette dette aujourd'hui de l'État français, à l'époque où j'avais écrit la question, c'était avant le Covid, elle était de 2365 milliards. Elle est passée à 2700, 2800 milliards en 2 ans, ce qui représente à peu près 35 000 euros par habitant français. Quand un gamin vient au monde aujourd'hui, il doit déjà 35 000 euros ou 40 000 euros à l'État français. Moi, personnellement, je trouve que ça serait peut-être plus judicieux de donner un terrain constructible pour pouvoir faire sa maison plutôt que d'aider. Tu vois, l'idée du livret A, en fait, quand un gamin naissait, ben voilà, pour encourager quelqu'un qui vient au monde dans une société où les gens vivent ensemble, au lieu de l'encourager et de se développer, on y met déjà l'épée de Damoclès sur la tête. Vous savez, au moment de la Révolution française, en 1789, la France avait une dette extérieure abyssale. C'est là-dessus que Necker, Turgot, etc. se sont cassés les dents. Cette dette a disparu avec la Révolution. Elle a disparu. On a battu monnaie différemment. On a dit, vous savez quoi? Eh ben, on vous remboursera jamais. Moi, je me rappelle, j'ai travaillé brièvement avec Robert Hossein, qui m'a expliqué qu'un jour, il avait une dette très importante, il devait la rembourser le lendemain, et ça l'empêchait de dormir parce qu'il n'avait pas un traître sous, il n'avait jamais un traître sous, Robert Hossein. Et tourne, retourne dans son lit, et finalement sa femme s'émeut, prend le téléphone à 2 heures du matin, téléphone au principal créancier, salut, tu sais quoi? Eh ben il te remboursera pas. Et elle a raccroché. Et elle s'est retournée vers lui, elle dit, tu vois, maintenant c'est lui qui dort pas. Voilà, je pense que les gens qui ont soi-disant prêté de l'argent à la France, vu les intérêts touchés, etc., se sont déjà amplement remboursés. Exactement comme les fabricants d'autoroutes se sont amplement remboursés et qu'on peut saisir du jour au lendemain les autoroutes, hein, tout ce qui a été affermé en quelque sorte par l'État. Et si on dit quelque chose, on leur fait payer. Voilà. C'est ce que j'entends par des décisions un peu autoritaires, c'est-à-dire qu'il faut que la peur change de camp. Elle ne doit pas être dans le camp de ceux qui doivent de l'argent, mais dans le camp de ceux qui se sont déjà largement gavés. Très bien. Liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, tu penses que c'est encore convenable de vivre avec cette punchline là en dessous du drapeau français? Alors, la liberté, oui, parce qu'on a exporté la liberté dans des tas de pays dans le monde. Hein. Ce qu'on appelait le- les révolutions de la liberté en 1848 étaient toutes d'inspiration française. C'était le slogan qui était derrière les drapeaux de Napoléon, au fur et à mesure qu'il conquérait l'Europe. L'égalité, plein de gens ne comprennent pas qu'il s'agit d'une égalité de droit, pas d'une égalité de fait. On a des droits en tant qu'être humain, mais on n'a pas de droit sur la possession, enfin, sur toute une série de... C'est uniquement comment dire, une position théorique. Quant à la fraternité, oui, d'une certaine manière, alors j'ai des tas de gens que je connais qui me disent oui, mais on ne peut pas être fraternel avec des islamistes, etc., etc. Bon, on va dire les choses posément. Hein. Oui, on peut l'être hein, pourvu qu'on leur lave la tête, qu'on leur lave le cerveau, qu'on les reprenne à la base et qu'on cesse d'invoquer le droit à croire ceci, cela, etc. Il n'y a pas de droit plus intangible que le droit républicain.
Et toute personne qui s'opposerait au droit républicain doit d'une façon ou d'une autre être réformée. Voilà. J'entends pas éliminer, mais réformer, un peu comme dans Orange Mécanique. Hein, les réformer jusqu'à ce qu'ils pensent d'une façon plus cohérente. J'hésiterai absolument pas d'ailleurs à le faire. Alors, bien entendu, on se fait traiter dans ce cas-là de monstres, de fascistes, de tout ce que vous voulez, mais il faudrait savoir ce que les gens veulent. Est-ce qu'ils veulent des sécessionnistes à leur porte, chacun faisant un peu comme en Angleterre sa loi dans son quartier en fonction de ceci ou de cela, ou bien des gens qui suivent le droit républicain? La crise énergétique, aujourd'hui, je prends l'exemple du modèle de Jean-Marc Jancovici. Pour satisfaire nos besoins fondamentaux ici en Occident, on a besoin chaque jour, chaque individu, de 600 personnes qui vont pédaler pour nous nourrir, nous chauffer, nous amener de l'eau courante. Moi, je remarque simplement Est-ce que tu vois, que c'est encore jouable d'arriver à inverser la tendance, tout en sachant que si les petites mesurettes qu'on prend en France vont influer sur même pas 1% de tout ce qui se passe dans le monde. Je remarque juste que les écolos qui veulent influer sur ce genre de choses, qui disent faisons des éoliennes plutôt que... si vous leur dites demain, bon, eh bien, dorénavant, ton portable, tu ne le recharges pas. Jamais. Plus jamais. Il faudrait voir leur tête. Ah oui, c'est fini là. Voilà. Hmm. Parce que c'est là que ça commence, hein, c'est-à-dire réglons les dépenses là où elles se trouvent. Moi, je veux bien qu'on éteigne les lampadaires 1 heure plus tôt dans les rues, etc. Bon, ça va pas très loin, ça va chercher très très loin. Mais qu'on dise, eh ben, dorénavant, vous éclairerez à la bougie et vos portables, vous les rechargerez aussi à la bougie, ça serait une mesure importante. Non, c'est un conflit insoluble. C'est-à-dire que les États du Nord ont exploité ceux du Sud aspirent à exploiter à leur tour les autres. On trouve toujours quelqu'un à exploiter. Hein. La Chine s'en mêle et s'achète les terrains qu'il va lui falloir pour continuer à faire vivre 1,4 milliard d'êtres humains. On va de toute évidence vers une crise mondiale. J'avais écrit un article qui se voulait drôle à propos du Covid sur cette épidémie m'a beaucoup déçu. En fait, j'attendais, moi, une épidémie dans le style peste noire 1348. 1 tiers de la population mondiale. Ça, oui, ça c'est l'épidémie efficace. En plus de ça, non mais riez si vous voulez, la Renaissance italienne est sortie de ça. Parce que les gens qui ont survécu avaient manifestement une qualité, ne serait-ce que génétique, vraiment très supérieure. Hein. Bon, nous sommes beaucoup trop nombreux. Je veux dire, mon siècle préféré, c'est le XVIIIe siècle. Nous étions, en tout et pour tout, sur la Terre, à peu près 600 millions. Voilà. C'est un chiffre qui me paraît bien. C'est-à-dire que ça suppose d'éliminer 90% de la population mondiale, mais on va y arriver petit à petit. D'abord, il y a un vieillissement colossal. Ensuite, si je me rappelle les derniers chiffres, il y a 70% de la population qui commence à ne plus avoir de capacité de reproduction. Oui, une stérilisation Voilà. naturelle. Oui, la nature, de toute façon, Reprendra toujours ses la droits, nature au quelque sens, part. pour moi, c'est au sens spinoziste du terme. Hein. Mhm. Vous savez, au moment où il dit Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. La nature trouve toujours une solution. De toute façon, elle passera par une extermination globale. Parce que le Covid, c'est une douce plaisanterie quand même. Hein. En plus, c'est une épidémie parfaite. Elle tue uniquement les personnes âgées, etc. Enfin, on en rêve. C'est un chouette modèle, ouais. Voilà. Mais non, on va vers des systèmes. Dans le cas d'ailleurs d'une vraie épidémie, enfin, il se trouve que j'ai étudié la peste noire très sérieusement. Alors quand on compare les deux, justement. Ça a déclenché des phénomènes irrationnels sur toute l'Europe.
aussi bien des phénomènes mystiques absolument fous, les gens se crucifiaient les uns les autres. Mais c'était la fin du monde, en Voilà, fait. c'était la fin du. D'ailleurs, c'était la fin de leur monde. C'était la fin de leur monde. On décrit à partir de 1350 des dizaines et dizaines de villes et de villages vides, où tout le monde est mort. Hein. Euh, et pas enterré en plus. Mais il faut voir une chose, ça peut en même temps déclencher des réflexes salvateurs, c'est-à-dire comment est-ce qu'on en est arrivé là et qu'est-ce que nous ne ferons plus jamais. Par exemple, ne plus jamais faire plus de 2 enfants par femme. C'est la solution chinoise, hein, à peu de près. Et 2 enfants par femme avec 10 ans entre les deux. Voilà. C'est bien, ça me semblerait bien, ça, en fait. Le libre arbitre a été le prétexte de tous les comportements les plus aberrants depuis une cinquantaine d'années. Il faut en finir avec cette histoire. Pourtant, la Chine, quand on leur a imposé en fait d'avoir 1 ou 2 enfants, je crois que c'était un d'ailleurs, Au départ, c'était l'enfant unique. enfant unique, quand ils en sont rendus, enfin quand ils étaient obligés de le faire, et qu'ils se rendaient compte que c'était une fille, ils faisaient tout pour avorter ou la tuer à la naissance. C'était des sociétés agricoles traditionnelles, etc. Actuellement, les filles, alors là c'est le pédagogue qui parle, les filles sont plus performantes que les garçons au niveau scolaire et elles occupent des emplois beaucoup plus qualifiés que les hommes en moyenne sur les générations, disons, en dessous de 40 ans. Hein. On n'aurait absolument pas de problème de ce point de vue-là. Moi, je crois même d'ailleurs que les femmes élimineront les hommes parce qu'elles savent à quel point finalement nous ne servons pas à grand-chose, à part des questions reproductrices là comme ça, où on peut trouver de la main-d'œuvre tant qu'on veut. Comment expliques-tu que les femmes aujourd'hui deviennent plus performantes que les hommes? Mais elles l'ont toujours été. Elles l'ont toujours été. Elles sont. Peut-être plus aujourd'hui. Du moins aujourd'hui on le voit plus, c'est plus visible. On le voit plus parce qu'elles accèdent plus facilement à toutes sortes de métiers, mais elles vivent plus vieux. Hein. Pendant très longtemps, ça a été camouflé par les décès à l'accouchement. Mais en moyenne, elles vivent plus vieux. Actuellement, je crois que c'est 8 ans de différence d'âge. Elles travaillent mieux. Il faut voir un truc, enfin, ça c'est l'expérience concrète. Lorsque dans un couple, le monsieur a la grippe, il reste au fond de son lit, allongé en disant je meurs. Lorsqu'une femme a la grippe, elle se lève et elle fait à déjeuner pour tout le monde. Vous voyez, elles sont infiniment plus costauds. Je suis de ceux qui pensent que une société féminine où les hommes se regardaient à titre d'animaux de laboratoire serait parfaitement vivable. On va boire un petit verre. Hein. Selon toi, Je crois que je commence à fatiguer. J'étais malade ces 2-3 derniers jours. oui. Attends, je pousse un peu. Selon toi, est-ce qu'on s'approche de la fin d'une civilisation? Oui, on est déjà dans la fin de la On est civilisation. déjà dedans. Mais ça ne veut rien dire dans la mesure où on a vécu plusieurs fins de civilisation, voire la fin de l'Empire romain, etc. Je suis fasciné par ce qu'on appelle les Dark Ages. Il y a, par exemple, aux alentours des années 1150 avant Jésus-Christ, il y a eu une fin de toute la civilisation méditerranéenne, orientale. L'Empire crétois, l'Empire hittite, l'Empire mycénien, tout ça s'est effondré. Il y a 300 ans de trous sur lesquels on n'a rien, hein, à peu de choses près. Et puis, à partir du 8e siècle, c'est le début de ce qu'on appelait le miracle grec. Même chose à la fin de l'occupation romaine en Angleterre. On est aux alentours du 5e siècle. C'est le règne du roi Arthur. Peu importe quelle était l'identité réelle du roi Arthur. Ah, c'est le moment où la légende, l'histoire et le mythe s'entremêlent. Le roi Arthur meurt dans la fameuse bataille de Salisbury. Et là, on a 300 ans de Dark Ages, où il y a des luttes entre les Saxons, les Vikings qui débarquent du Nord, tout le monde s'entretue. Voilà, et puis l'année sortie, l'Angleterre d'aujourd'hui.
enfin, comme il en est sorti, les Normands sont venus expliquer aux Anglais ce que c'était que la civilisation. Hein. Mais il y a toujours eu des périodes extrêmement noires comme ça. Au Japon, par exemple, euh, entre le 15e et le 16e siècle, il y a presque 2 siècles de guerre civile. Et puis, 1598-99, bataille de Teshigahara, c'est le début de la dynastie Edo, qui pendant 200 ans va être le sommet de la culture japonaise. Voilà. Alors, il est possible que chez nous, ça prenne l'apparence de guerre civile, d'épidémie, mais on est de toute façon, non pas en décadence, ça ne veut rien dire, mais en fin de cycle. Voilà. C'est logique presque. Oui, c'est le fonctionnement normal. On n'arrive pas à prendre assez de recul pour voir la civilisation comme un corps vivant. Bon, mais ce corps vivant n'en peut plus. De toute évidence, ça va pas durer éternellement. Mais après celui-là, il y en aura un autre. Voilà, c'est de ce point de vue-là que je disparaisse d'ailleurs avec cette fin de civilisation m'indiffère totalement. Puis il y aura autre chose après. Ça durera plus ou moins longtemps. Il y a des interrègnes, comme on dit, qui peuvent être particulièrement durs à vivre, particulièrement sanglants. Il en sort toujours quelque chose de. Voilà, le 11e, 12e siècle en France, ça n'a pas été terrible. Et puis, 13e siècle, vous avez ce qu'on appelle le miracle gothique, qui correspond à un réchauffement planétaire important. Je pense que vous savez, au 13e siècle, les glaciers étaient remontés bien plus haut que ce qu'ils sont actuellement. Bon, il y a eu des récoltes remarquables, etc. Et c'est là qu'on a on a commencé à construire les cathédrales, etc. Et ben, peut-être que les 200 ans précédents et la guerre de 100 ans qui a suivi, c'était le prix à payer. Vous voyez, pour le système, je ne parle pas en termes moraux, hein, je parle en termes de vécu. C'est-à-dire que je crois tout à fait que les civilisations ont le même cursus que l'être humain. Mais simplement, c'est le macrocosme par rapport au microcosme. Alors, Whisky nous fait un super show. On entend bien le ronronnement, on l'a à fond. Mais oui, mais j'y peux rien. Les écrivains et les intellectuels ont des chats. Et les chats aiment leur maître, parce que comme le maître ne bouge pas vu qu'il écrit toute la journée, le chat peut se reposer sur ses genoux sans problème. C'est moins frappant pour les travailleurs de force, vous voyez. Oui. Voilà. Tu es dans le champ de la caméra, mon lapin. Mais enfin bon, ça t'immortalise, en Oui, tout cas. quelque part. Hein. On n'en peut plus. Non, moi je parle micro Whisky, voyons. Allez. Voilà. Bah, reste là. Moi, il ne faut plus que tu ronronnes, hein, parce qu'on entend que ça. Hein. Il me couvre la voix. Je vais pas te jeter devant la caméra. Comment Non. après je vais Non, passer pour un bourreau on de va chat. on va couper. Allez, hop, un petit coup. Voilà. Voilà. Tu les auras tes croquettes tout à l'heure, t'inquiète Allez, pas. descends. Voilà, va là-bas, tu seras bien. Là-bas, tu peux ronronner tant que tu veux, on t'entendra pas. Ouais, c'est bien comme ça, pour moi c'est nickel. Non, baisse un peu. Encore un petit peu. Encore. Voilà, ok, baisse un peu encore. Baisse. Ok, nickel. Encore un peu. Vas-y. Non, baisse-le un petit peu. Voilà, super, merci beaucoup. Allez, on va parler d'amour. Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre, etc. Etc. Aux armes, etc. On en parlera un peu plus tard, mais c'est lié à l'amour. C'est quoi ta définition de l'amour ? Je vais reprendre une définition qui n'est pas de moi, c'est l'échange de deux fantaisies et le contact de deux épidermes. Voilà, c'est-à-dire que la partie physique
et intellectuelle sont des parties dominantes, mais comme ce sont des choses qui ne se disent pas, on a mis un terme sentimental pour camoufler ce qui est de l'ordre du désir le plus physique. Tu l'as déjà rencontré? Ah oui, j'ai été amoureux toute ma vie. Euh, Simplement, je veux dire, je suis un amoureux perpétuel, sauf que l'objet de mon amour change. Aïe. Voilà, mais c'est pas grave. Et ça aussi, c'est un cycle. C'est-à-dire, il y a des amours qui durent. Je viens de perdre mes parents qui sont aimés passionnément pendant 68 ans. C'est pas rien. Euh, il y en a d'autres pour lesquels ça dure. Qui c'est qui a fait un bouquin qui s'appelle Un éternel amour de 3 semaines? L'amour dure 3 ans. Ensuite, l'amour dure 3 ans. Frédéric Becbédé, Alors ouais. chacun a sa, met une certaine durée, mais je pense que si on met ça au niveau purement sentimental, ça risque d'être bref. Si on met ça, si on additionne le sentimental et le physique, euh, et qu'on alimente un peu le physique, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une baisse du désir, ça peut se prolonger, mais ce qui est véritablement le gage d'un amour éternel, c'est l'échange intellectuel. C'est-à-dire le moment où, rien qu'à se regarder, on se comprend. Et ça n'arrive avec personne d'autre. Parce que, avec des tas d'autres gens, rien qu'à se regarder, il y a du désir physique. Bon, il y en a certains, rien qu'à les regarder, on se dit ah, mon petit cœur palpite, je vais succomber. Bon, mais la vraie communauté intellectuelle, le moment où on communique en quelque sorte sans même avoir besoin de formuler, ça se trouve pas tous les jours quand même. Alors si jamais vous tombez sur les trois en même temps, c'est-à-dire quelque chose qui soit de l'ordre du sensuel, du sentimental et de l'intellectuel, alors là vous arrivez véritablement à l'amour plein au sens où les troubadours en parlaient. La fine amour, comme on disait à l'époque. Est-ce qu'on pourrait pas y rajouter le spirituel aussi, quelque part? Non, moi je marche pas au spirituel. Je veux dire, je suis dans l'immanence, pas dans la transcendance. Pourtant, tout à l'heure, on disait que on ne croyait pas au hasard. Donc Non, non, tout s'explique. je ne crois pas au hasard, je ne crois pas à la fatalité non plus. Ah, C'est-à-dire que les choses se trouvent, les choses se font. Mais notre raisonnement étant limité, nous essayons de trouver des causalités. Non, il n'y a pas de... Les causalités sont tellement multiples, c'est tellement ah oui, multifactoriel. c'est d'une complexité sans nom. Voilà, on peut pas. Le spirituel, je pense pas qu'il y ait. Ou alors, il faut prendre spirit au sens vraiment de l'esprit, de la matière grise. Un Hein, peu aussi, ou d'une certaine partie de notre cerveau auquel on n'a pas forcément accès, ou on est un peu mais bloqué. mais que j'appellerais pas l'âme. Vous Hmm. voyez ce que je veux dire? C'est ça, l'âme, c'est un raccourci pratique pour les gens qui veulent pas creuser véritablement. Hmm. Il y a une partie. Je crois beaucoup, par exemple, dans le couple, je crois beaucoup à l'intuition simultanée. C'est-à-dire deux personnes qui pensent la même chose au même moment, qui n'ont qu'à se regarder pour savoir qu'elles ont pensé la même chose au même moment. Ça, c'est pas que j'y crois, c'est une constatation de fait. Ça, c'est la base même de ce que sera l'amour, à mon sens. Euh, C'est-à-dire quelque chose qui est un engagement total. Euh, Ça peut pas être simplement limité au désir, parce que limité au désir, ça arrivera 200 fois par jour. Hein, voilà. Ça peut pas être simplement limité au sentiment, parce que le sentiment sans le désir, si vous n'avez pas baisé pendant 2 ans, on va pas devoir dire à l'autre tu m'aimes. Ouais, ouais, de loin. Hein. Non, il faut que les trois soient réunis. Ça t'est déjà arrivé de tomber amoureux d'une femme et que malgré en fait cet amour qui était réciproque et partagé, il y avait quelque chose qui faisait que vous ne pouvez pas aller plus loin que ça parce qu'il y avait à la fois une forte attirance et aussi quelque chose qui faisait que vous n'étiez pas compatibles. Non, Non. non. Chaque fois que la situation s'est trouvée, nous avons jonctionné d'une façon ou d'une autre. Après, euh,
que la jonction dure 2 heures, 2 jours ou 60 ans, ça ne dépend pas de nous. C'est-à-dire, ça dépend du réservoir de potentialité au départ. Hein, mais ça peut très bien durer. C'est des choses qu'on vivait quand on était ado, hein, les amours d'été par exemple. Hein. On trouvait quelqu'un sur la plage, etc. Et puis voilà, il se trouvait que... Mais ça ne survivait pas à l'automne, en quelque sorte. Bon, actuellement, je demande à ma partenaire d'être une femme de toutes les saisons, en quelque sorte. Il faut qu'elle soit là l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Ce qu'elle est, d'ailleurs, actuellement. Voilà. Ceci est une déclaration, ma chérie, si jamais tu écoutes. Est-ce que ça t'est arrivé de souffrir d'amour? Non, Jamais. non. T'as jamais été... Non, non, j'ai parfois été déçu, du style, mais tu n'avais pas bien réalisé qui c'était. Je te conne. Ça m'est arrivé d'être un peu sidéré, du style, mais tu es sûr que tel truc c'est vraiment important Mais ça venait très souvent, enfin la plupart du temps, d'une mauvaise appréciation que j'avais pu faire de la personne en question. Voilà. Donc, non, je ne pourrais pas parler de souffrance. Très souvent, vous savez, quand on se sépare, il y en a un des deux qui prend la décision, mais au fond, on s'est déjà séparé l'un C'est de déjà l'autre. fait, oui. C'est déjà lié. C'est beau, hein, ce que je dis. Non, mais C'est vachement bien. beau. Très bien. Euh, Est-ce que le rôle de l'amour, c'est quelque chose qui est important dans ta vie? Dans la mesure où j'ai toujours été amoureux, oui. En particulier, quand j'écris pour quelqu'un. Toujours. Toujours. Même des articles, petites choses impromptues, etc. Je le fais systématiquement relire et il y a dedans toujours une allusion, quelque chose euh, pour l'autre. Voilà. C'est et c'est ce que j'imagine les écrivains autrefois appelaient la muse. Vous savez, la muse, c'est la partie divine de l'autre, en quelque sorte, pour laquelle on écrit parce qu'on a envie d'écrire à la lumière de son intelligence. C'est très Ça, bien. c'est bien aussi, Ça, ça. c'est Hein. très très bien. Ça, c'est très bien. Je crois qu'on va y arriver jusqu'au boulette. Hein. Je plaisante. Euh, Est-ce que tu penses qu'il est possible d'être amoureux de plusieurs personnes en même temps? Mais quand je parle être amoureux, c'est sur les 3 axes que tu as définis tout à l'heure. Oui, alors c'est très délicat à gérer. Ça t'est arrivé? C'est très très délicat à gérer parce que les journées n'ont que 24 heures et que dans ce cas-là, on voudrait que la journée ait 48 heures. Pour en donner 24 à l'une et 24 à l'autre. Et techniquement, c'est très très difficile à gérer. Alors, ça m'est arrivé avec des personnes qui étaient dans des aires géographiques complètement différentes. De sorte que j'étais complètement avec l'une à certains moments et complètement avec l'autre à d'autres moments. Mais c'est difficile sur la longue durée. Hmm. Et puis c'est épuisant à partir du moment où l'une et l'autre sont muses, on passe son temps à écrire. Quoi. Marc, c'est rentable, hein? Non? Je sais pas, parce que ce qu'on écrit à chaud n'est pas forcément bon. Ah. En fait, je crois tout à fait au rôle de la muse en décalage. Pas a posteriori, hein, mais en décalage. Au moment où on écrit, c'est une activité qui demande tellement de travail, de précision, etc., qu'il faut être quand même à froid. Voilà. Les plus belles lettres d'amour, finalement, ont été écrites par des gens froids. D'où mon allusion aux liaisons dangereuses tout à l'heure, etc. Une lettre d'amour écrite à chaud, d'abord elle est pleine de fautes d'orthographe, etc. Et bon, ça m'est arrivé une fois, alors j'étais jeune prof, et à la fin d'une dissertation, il y avait une lettre d'amour insérée qui m'était adressée. Que faire? Je devais avoir 22, 23 ans à l'époque. Hein, Non, c'est une élève qui l'avait glissé c'est une dedans. élève qui l'avait glissé dedans. Et mineur. J'ai corrigé la lettre d'amour suivant les mêmes critères qu'une dictée. Je l'ai notée et je l'ai remise dedans.
On peut savoir quelle note elle a eu? Pas bonne, 8. pas bonne. Mais euh, c'était pas une sanction, je veux dire, j'avais noté selon le barème que j'utilisais et j'en ai plus jamais entendu parler. Voilà, je pense que elle a eu un choc à l'amour-propre absolument extraordinaire. Et il y a une chanson de Gainsbourg sur le sujet. Je t'aime, ne prends qu'un aime, etc. Je t'apprends que l'orthographe et toi, ça fait deux. Mhm. C'est toi que j'aime, ne prends qu'un aime, Mhm. etc. Ouais, je crois l'avoir Point entendu. sur Ouais. le point sur le i. Enfin, il y a toute une série. Mhm. Mhm. L'écriture, on va en parler un petit peu, parce qu'on y était un petit peu dans le sujet là. On ne devient pas écrivain par hasard. Non, certainement pas par hasard. De toute façon, c'est un travail. On devient rien par hasard. On ne devient rien qui demande un vrai travail. Euh, Prenons une métaphore sportive. Pour exercer tel sport, il faut avoir tel type de muscle. Les coureurs de fond, par exemple, sont très étroits au niveau des épaules parce qu'ils n'en ont pas besoin. Les sprinteurs sont très larges d'épaules parce qu'ils ont besoin de tirer, en quelque sorte, hein, sur les accélérations de départ. Donc tout ça, ça se travaille. L'écriture, ce n'est en rien inné, c'est pas parce qu'on sait lire et écrire que l'on sait écrire. C'est vraiment le double sens du verbe, hein, et je pense, alors là, ça c'est un. La question, c'est qu'est-ce qui fait que on a à un certain moment envie d'écrire, tout en tenant compte du fait qu'on peut écrire bien ou mal. Hein, ça c'est encore autre chose. Écrire bien, il y a une question de vraiment de travail intense. Ça. Je rappelle que Flaubert, quand il arrivait à écrire 2 à 3 lignes dans une journée, il était content. Hein, 2 à 3 lignes. 10 ans pour écrire l'éducation sentimentale. 7 ans pour écrire Madame Bovary. Voilà. Et je pense que la clé, c'est ce qu'on appelle trop facilement le travail de deuil. 9 fois sur 10, ça correspond à un deuil profond, qu'on essaie d'une façon ou d'une autre à la fois d'exprimer et de camoufler. Les pages qui s'accumulent, alors on le voit moins maintenant qu'on écrit sur un écran, mais au fond c'est ça, les pages qui s'accumulent sont posées sur un deuil, sur un événement qu'on essaie d'enfouir et qui ne s'enfouit jamais. C'est pour ça que j'ai fait par exemple une statistique, un très grand nombre de très grands écrivains ont perdu père ou mère dans les 8 premières années, y compris à l'époque moderne. Hein. Sartre ou Camus, par exemple, hein, ont perdu leur père très tôt, etc. Et de la même façon, Rousseau, dont on parlait tout à l'heure, début des Confessions, il dit « Je coûtais la vie à ma mère ». Et il le met au tout début, c'est à la deuxième page des Confessions, et c'est la clé, en quelque sorte, du mécanisme d'écriture. Il essaie, au fond, de camoufler cette douleur, de camoufler ce manque, hein, d'inventer des personnages, des situations, etc. Alexandre Dumas, revenons à Dumas, perd son père, il a 3 ans, et j'ai une théorie personnelle sur laquelle les 4 mousquetaires, Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan, sont la diffraction du père Dumas. Athos a la noblesse du père de Dumas, Aramis a sa séduction, parce que c'est un séducteur sans nom, Porthos a sa force, hein, c'est un type qui était un colosse absolu, et D'Artagnan a son habileté aux armes. Il a diffracté papa en 4 personnages, et ces 4 personnages le lui ont bien rendu. Tout à fait. Ouais. Quelle est ta méthode en fait d'écriture? Est-ce que tu as des moments dans la journée où tu es plus inspiré que d'autres? Entre 4 et 8 heures du matin. Ouh. Silence total, personne qui m'enquiquine, le téléphone ne sonne pas, tout va bien. Et par ailleurs, la vraie méthode, c'est qu'au moment où j'écris, j'ai déjà écrit. Là. C'est-à-dire que c'est dans Cyrano de Bergerac, il dit écrivons-là cette lettre d'amour quand moi-même j'ai faite et refaite 100 fois de sorte qu'elle est prête, et qu'en mettant mon âme à côté du papier, je n'ai tout bonnement qu'à la recopier. Eh bien, je pense que quand on écrit, on recopie en fait. Si on se met devant son papier en se disant putain, il faut que j'écrive quelque chose, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que ce que tu vas écrire, tu l'as déjà
pensé, rêvé dans les heures qui ont précédé, peut-être? Dans les jours qui précèdent, voire dans les années qui précèdent. En certains cas, il y a des choses qui mettent un certain temps à mûrir, hein. Et au moment où c'est mûr, c'est pour ça que les livres que j'ai faits, je les ai tous écrits extrêmement vite. Mais quand je dis extrêmement vite, La Fabrique du crétin, premier et deuxième tome, au maximum, j'ai mis une semaine. Wow. Mais c'était fait mentalement, Hmm. hein, Tu avais déjà construit le plan, les idées le plan, structurées. les arguments. En fait, c'est la vraie métaphore de l'écriture, c'est le petit poussé. Le petit poussé jette des cailloux derrière lui. Quand on écrit, c'est ça. On a les cailloux et il reste plus qu'à remplir l'espace entre les cailloux. Les cailloux, ce sont les phrases fortes. Les idées fortes, éventuellement un paragraphe, un personnage, enfin, ça dépend du type d'écrit. Mais voilà, une fois qu'on a tous les cailloux, le reste est extrêmement facile. C'est un peu au fond comme quand on filme, on a quelques scènes qui viennent immédiatement, on peut très bien, et puis après, on demande à l'assistant deuxième équipe de faire le montage, hein, et de remplir les blancs, Puis etc. il y a des impondérables. Fais-moi un plan sur la rue là. Très bien. Il y a des impondérables dans toute forme d'expression artistique qui vont, malgré le plan, t'influencer pour prendre une autre direction à un moment donné. C'est l'interaction entre les deux qui est intéressante. Je sais pas, je sais que pour écrire, il faut que je sois seul, en général. C'est la nuit, toujours. Si possible, il ne fait pas beau. Le sommet, c'est quand il y a du vent et de la pluie dehors. Et il y a un côté Chateaubriand un peu dedans. Non, c'est exactement, je pense que c'est dans ces circonstances que l'homme des cavernes faisait ses petits dessins dans la grotte. Ouais, quand tu pouvais rien faire ailleurs, quoi. Voilà. Il n'allait pas à la chasse. Ah. Eh bien, quand j'écris, c'est quand je ne vais pas à la chasse. Hmm. Ou que je raconte ma chasse. Enfin bon, bref. Tu as écrit des livres sur la Corse. J'ai écrit des livres sur la Corse, j'ai fait les 2 guides Gallimard sur la Corse, j'ai fait un autre bouquin sur la Corse, toujours chez Gallimard, dans la collection Découverte, différents articles, etc. Et j'ai fait un roman sur la Corse. Enfin oui, je connais assez bien l'île. Tu l'aimes, cette île? Oui, alors je l'aimerais davantage débarrasser des Corses, qui sont très fatigants quand même, hein, à un certain moment, et qui eux-mêmes en disent autant, hein, 9 fois sur 10. Mais esthétiquement parlant, en grec on l'appelait Caliste, c'est-à-dire la plus belle. C'est la plus belle île de Méditerranée. Voilà, on n'y est pour rien, hein. J'y suis pas né, donc je ne vais pas non plus jouer euh, à l'insulaire pur et dur. J'y ai passé beaucoup, beaucoup de temps. Je l'ai arpenté à pied, à cheval, en vélo, en voiture, en moto, etc., à la voile. Je la connais comme ma poche. Et encore, il reste plein de trucs à découvrir. Euh, j'ai même été critique gastronomique, hein, en Corse, pour Goemio. Euh, oui, je connais très très bien la Corse. Et j'ai été à un certain moment partie prenante des conflits qui agitaient les différents groupuscules, mais voilà. C'était à l'époque où mon père se retrouvait président de l'université de Corse, donc nous étions assez proches et nous échangions à l'époque toutes sortes de considérations. Ce côté rebelle, en fait, insulaire, qui est chez les Corses, est-ce que tu le retrouves un petit peu en toi aussi, quelque part? Je sais pas si je suis un rebelle ou si simplement je suis asocial. Peut-être que je suis un sociopathe, au fond, hein. On parlait à un certain moment de Sherlock Holmes. Sherlock est un sociopathe. Il ne supporte pas les autres parce que les autres l'ennuient à une vitesse absolument extraordinaire. Donc, et j'éprouve souvent ça en société, hein. Hmm. Je m'ennuie très vite parce que j'ai compris ce que voulait me dire l'autre. Et qu'est-ce qu'il a besoin de me le dire jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire, donc, non, le Corse se veut rebelle, mais c'est un peu une attitude. Je veux dire, le Corse joue à être Corse, comme d'ailleurs les Bretons jouent à être Bretons, etc. C'est Un stéréotype, hein. l'identité française se
conjugue sur ce genre de truc. Et il n'y a que les Parisiens qui jouent juste à être plus cons que nature, mais ça c'est encore autre chose. Mais pourtant, l'autre, il est très important dans la relation avec le monde extérieur. C'est une source de motivation Oui, aussi. mais je fais une hiérarchie chez les autres. Il y a des autres que je trouve... Je commence à être trop vieux pour tenir tous les autres de la même manière. Je fais le tri. Je fais le tri très très vite. Même en cours, ça m'est arrivé de faire le tri parmi mes étudiants et de parler, de faire un cours par exemple pour 2 ou 3 personnes. Tout Alors pour eux. ça touchait tout le monde, Mais mais, spécialement pour eux. ouais, mais c'était spécialement pour eux. D'accord. Parce que, et ça m'arrivait d'ailleurs régulièrement, je partais sur des sommets, en quelque sorte, où je savais qu'il n'y en avait plus qu'un ou deux qui pouvaient suivre. En général, je me faisais un trip de 10 minutes comme ça, et puis je m'arrêtais d'un coup, et puis je disais, bon, je vais redescendre un peu là. Hein. Voilà, c'était... mais bon, parce qu'il faut un peu se faire plaisir de temps en temps. On va parler des 2 albums concept pardon, de Serge Gainsbourg, Marilou et Melody Nelson. Melody Nelson et L'homme à la tête de chou. Euh, Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as écouté ces 2 albums-là? Alors, dans l'ordre Melody Nelson, Ouais. il y avait un extraordinaire numéro de basse. Ça commence par de la basse. Et ça finit par de la basse d'ailleurs. Hein. C'était l'idée, alors c'était pas tout à fait neuf parce que les Who avaient fait des albums concept également, Quadrophenia, etc. C'était tout à fait ça. Et on s'appelle surtout Tommy. Voilà. L'idée que tous les morceaux s'enchaînent, etc. L'idée du concept album, on va dire. Ouais. Voilà, ça s'est plus fait par la suite, d'ailleurs, parce que les chaînes de radio veulent des morceaux qui se De terminent 3 minutes. d'une façon, et puis qui soient pas trop longs, etc. Dans L'homme à la tête de chou, il y a des morceaux qui durent 10 minutes. Oui. Voilà, ça fait... je sais plus comment ça s'appelle, cette espèce de morceau masturbatoire de Marilou. Qui joue avec le zip de son jean, enfin bon bref, etc. Mais c'était... j'ai jamais pensé que Gainsbourg était un très grand musicien. C'est un type qui avait une extraordinaire faculté de mimétique. Oui. Voilà, c'est-à-dire que il a fait du reggae après les Jamaïcains, Mais avec les Jamaïcains quand même. ou avec les Jamaïcains. Il a fait des morceaux qui étaient des citations littérales de morceaux classiques, etc. Euh, je pense qu'il n'avait pas de lui-même, sauf tout à fait à la fin, mais il plane un peu à la fin. Il n'a pas lui-même une estime extraordinaire, il serait voulu peintre. Oui, il Hein. était complètement frustré Voilà, d'avoir. c'est... bah, mais autrement, je revois encore la jaquette de Melody Nelson avec Jane Birkin, cheveux courts pour une fois, un jean à pattes d'œuf, torse nu en fait, mais très présentable. Et ça jouait sur le côté femme-enfant, etc. Bah, il faut être bien clair, hein, c'est très joli, mais c'est à des années-lumière de Nabokov et de Lolita. D'un côté, on a un immense créateur, et de l'autre côté, on a un faiseur de génie. Voilà, c'est ça Gainsbourg. Maintenant, qu'au cimetière du Montparnasse, la tombe de Gainsbourg soit couverte de choux pendant toute l'année, je trouve ça un peu grotesque. L'érotisme, puisque Gainsbourg a mené l'érotisme, l'a fait connaître, on va dire, au plus grand nombre quelque part. Il a vulgarisé ce qu'était l'érotisme en allant sur ton blog. J'ai pu lire en fait que c'est un sujet qui t'intéressait. Oui, Pourquoi? mais c'est pas ça, c'est un sujet qui intéresse tout le monde, mais la Oui. plupart des gens sont d'une hypocrisie absolument Bah, extraordinaire. ça les gêne d'en parler un petit peu, on va dire, parce qu'ils trouvent que c'est du degré de l'intime quelque part. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans l'érotisme? Mais c'est très agréable. C'est très agréable à faire et c'est très agréable à écrire. C'est très difficile à écrire. Hein. Pourquoi? C'est très très difficile parce que Faut pas tomber du côté.
Non, c'est pas ça. C'est très difficile parce que. Alors, j'ai fait les premiers essais, j'étais moi-même en cours, j'étais en Hippocagne, donc je venais de passer le bac avec un copain, et on s'envoyait, on draguait les filles de la classe. Et puis on se les passait entre-temps, et on se narrait nos nuits sur des papiers ouverts qu'on se passait d'un bout à l'autre de la classe. Et avec différents styles. On essayait de le faire dans le style poétique, dans le style métaphorique, et on s'est rendu compte que ce qui, ce qui marchait vraiment, c'était le style le plus objectif possible. Descriptif, terre à terre un Descriptif, peu. mais pas graveleux. Hmm. Par exemple, le sommet pour moi du livre érotique, c'est l'histoire d'eau, signée Pauline Réage. Hein. Euh, c'est très froid, et en même temps, ça a cette qualité, c'est une figure de style qu'on appelle l'hypotypose, c'est-à-dire la capacité de montrer au lecteur la scène. Voilà. Mais Sans, comme ça, de but en... Enfin, sans en rajouter. Non, il faut d'une façon ou d'une autre. Ce qui est terrible dans les bandes porno que l'on peut voir aujourd'hui sur Pornhub ou autre, c'est que on montre juste l'acte. Mais l'acte, sans avoir les tenants et aboutissants, ça n'a aucun intérêt. Moi, je veux savoir qui c'est la fille qui enlève sa culotte. Ou qui ne l'enlève pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je veux qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre du jeu, du don, etc. Pas qu'elle n'ait pas l'air de faire un job. hmm, Voilà, hmm. elles ont toutes l'air de faire un job. Oui, c'est un job. D'ailleurs, elles font un job. D'ailleurs, c'est un job. C'est Et payé. ça se voit. Ça se Ça, voit. ça, Ah oui, c'est le c'est payé. problème. Il y en a très peu qui soient de vraies actrices. Hein, on parlait tout à l'heure Hmm. de... comment elle s'appelle? Brigitte Lahaie. Brigitte Lahaie. Brigitte Lahaie avait une capacité d'actrice. Et pour l'avoir rencontrée, qui a travaillé sur la pornographie, dans une émission de RMC, je crois, c'est une fille fort intelligente, à tout point de vue. Je le confirme. Mais c'est pas la qualité la plus partagée dans les milieux de l'érotisme, quoi. Non, c'est pas un critère Alors, de sélection, c'est sûr. en revanche, je pourrais faire toute une liste de grands textes érotiques qui sont des textes qui fonctionnent très bien et qui sont très provocants, etc. Et où c'est intéressant d'ailleurs, il y a un grand nombre de femmes qui écrivent extrêmement bien dans ce domaine euh, quand elles cessent de s'auto-censurer, en quelque sorte. Euh, je suis en train de travailler là sur à temps perdu, hein, parce que je suis toujours 10 trucs en même temps. Je fais un truc à deux voix qui raconte les amours, alors on va dire imaginaires, de Simone de Beauvoir et d'Albert Camus. Parce que quand on lit Les Mandarins de Beauvoir, grâce à quoi elle a eu le prix Goncourt, on se dit c'est pas possible qu'ils aient pas couché ensemble. C'est pas possible que la haine qu'il y a eu entre Camus et Sartre Sur pas un n'ait peu de l'amour. pas un fondement libidinal, Hmm. en quelque sorte. Et surtout quand on sait que Beauvoir, euh, il fallait pas lui en promettre. Voilà. Ce qu'elle a vécu avec son amant américain, Nelson Lagrette, etc. Voilà, elle était très charnelle. Euh, de la même manière, la façon dont, prof de philo, elle fournissait certaines de ses élèves à Sartre, euh, Oui. Oui, elle était un peu. Hein, elle l'a plus ou moins écrit dans ce bouquin qui s'appelle L'invité. Voilà, je rêve de tomber un jour sur un ouvrage érotique inconnu de Beauvoir. Ça serait beau, il faudrait l'écrire. oui, je pense aussi. Est-ce que tu peux nous faire la définition de la sidérodromophilie? C'est quoi ça? C'est l'amour du mouvement, en fait. C'est-à-dire le fait que l'on aime faire l'amour dans des objets en mouvement, me semble-t-il. C'est-à-dire l'aspirateur. Non, non, les trains. Ah oui, pardon. Mais bon, Les trains, les les voitures. voitures, d'accord. Il y a un,
il y a un petit film très très drôle, c'est dans Les Monstres de Dino Risi, où il n'arrive à faire l'amour que dans l'ascenseur. Ah, Parce qu'ils se sont toujours connus dans des trucs qui bougeaient, là, comme ça. Ils se marient enfin, ils se retrouvent dans le lit, et là, il se passe rien. Et là, il comprend d'un seul coup qu'il faut que ça bouge. Il court dans l'ascenseur, et dans l'ascenseur, là, c'est l'extase, etc. mm. Euh, je pense que ça tient, c'est lié au désir, à la possibilité d'être surpris. Oui, Voilà, oui, ce qui est voilà. assez excitant Ouais, ouais, en c'est ça. soi. D'accord. Le féminisme. Le Féminisme. J'ai fait l'éloge de Laclos tout à l'heure. Je suis infiniment féministe au même titre que la marquise de Merteuil dans la lettre 81 à laquelle je renvoie les chiennes de garde qui sont incultes et qui devraient quand même se mettre au niveau. Très bien. Dans ta vie, t'est-il arrivé quelque chose que tu peux pas expliquer? Genre un phénomène étrange, Non, jamais rien. Il n'y a non, jamais un truc, tu te dis, non. tiens, C'est-à-dire, sur le coup, on se dit, tiens, je peux pas l'expliquer, et puis quand on réfléchit, on trouve des explications. ah oui. Et par exemple, quelque Par chose. exemple, les phénomènes de déjà-vu. Oui. Le fait déjà vu, ça arrive à tout le monde. On se dit, tiens, j'ai déjà vécu cette situation. Et puis on se rend compte que c'est une synthèse de 4, 5, 10 situations dont on a pris, dont le cerveau a Mm, pris un mm, élément mm, pour le raccorder et le coller sur une situation présente. mm. Non, je marche pas à l'irrationnel. Et des J'aurais pas rêves, fait tourner les tables avec des stéréos. et des rêves prémonitoires, ça t'est arrivé, enfin, Non, jamais. non, je crois. Par définition, le rêve se charge sur le matériau contenu dans les neurones. Donc, il ne peut pas prévoir, puisque par définition, il se bâtit avec du passé. Mm, mm. La vie, Parfois avec du désir, mais à ce moment-là, on peut appeler n'importe quoi. Si un rêve se construit avec du désir, et que ce désir, on le réalise 2 jours ou 10 jours plus tard, bon, c'est juste parce qu'on le désirait, c'est pas parce qu'on l'a rêvé. penses-tu qu'il y a des parties de notre cerveau auxquelles nous n'avons pas encore accès et qui font que certaines personnes y ont accès et qui font qu'on peut arriver à faire des choses qui puissent être Je inexplicables? pense que on sous-utilise le cerveau. Oui, on est qu'à 10% en gros, d'après. Voilà, enfin, je sais pas si c'est Oui, 10%, 10-12. 30%, peu importe, mais on utilise très rarement la totalité du cerveau. Oui, oui, c'est même très peu, hein, 10-15%, On même utilise ce pas. dont on a besoin. Hmm. Hein, et on se rend compte que la plupart des gens n'ont pas d'énormes besoins parce qu'on se rend bien compte qu'ils utilisent pas grand-chose de Oui, leur cerveau. c'est Hein, plus facile à pas utiliser que trop utiliser. Ouais. Ensuite, il y a aussi le fait que euh, les connexions, le nombre de neurones est le même pour tout le monde. C'est 10 puissance 25 ou un truc comme ça. Mais les connexions entre les neurones ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Mhm. C'est-à-dire que tout dépend de la façon dont on a été sollicité quand on était enfant. Vous savez, quand vous prenez un bébé et que vous lui faites des papouilles, et que vous lui faites des chatouilles, et que vous lui mordez les fesses, et que, etc., 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 ça crée des connexions. Même dans le ventre de la mère. Hein. Aussi, façon d'une autre, je sais pas s'il faut lui parler ou lui jouer du rock ou Mozart. Apparemment, le rock, ça les Stress. bloque. Mais on a dit la même chose des tomates aussi. Hein. Les tomates poussent mieux avec Mozart qu'avec Led Zeppelin. Et il faut en permanence le solliciter. Il faut en permanence lui parler. Il faut pas lui dire fiche-moi la paix. On verra plus tard. Et lorsqu'ils sont dans la phase et pourquoi tous les enfants passent par une phase comme ça, il faut répondre. Hmm. Même s'ils posent la question 20 10 fois. 000 fois. Hmm. Voilà. Mais est-ce qu'il faut y répondre toujours la même réponse? N'oubliez pas que ils peuvent vous mettre, ça m'est arrivé en racontant des histoires le soir à tel ou tel mes enfants, en faisant des variantes, et ce que le gosse se dit, mais tu m'avais pas raconté ça la dernière fois, parce qu'ils ont mémorisé très exactement. Je vous donne un exemple, le petit chaperon rouge. Il y a 2 histoires. Il y en a une écrite par Perrault, qui est d'une violence extraordinaire. À ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge, il la mangea, et c'est fini.
Et là, le gosse est dans son lit, terrorisé. Dors Bon. maintenant. Et il y a la version de Grimm, où il avale le petit chaperon rouge après avoir avalé la grand-mère, et puis il s'endort, et puis il y a un chasseur qui passe, qui ouvre le ventre du loup et qui sort la grand-mère et le petit chaperon rouge, et qui dit « Oh, il faisait bien noir dans le ventre du loup », et puis il met des cailloux, et le méchant loup essaie de s'en aller, mais à cause des cailloux, il meurt. Voilà. Bruno Bettelheim, dans la psychanalyse des contes de fées, a expliqué que la version de Grimm était une vraie version de conte avec un effet de catharsis et que la version de Perrault était une version punitive. Effectivement, la version de Perrault, c'est absolument terrifiant. Voilà. Donc, selon que vous racontez l'une ou l'autre version, le gosse va vous dire « Mais tu m'avais pas dit ça Voilà. Et comme je faisais très souvent des variations sur les contes, savoir si Blanche-Neige... Est-ce que Blanche-Neige est brune ou blonde? Elle est très probablement brune, parce que blonde, au XVIIe siècle, c'est un défaut. Une belle femme a les cheveux noirs, ce qui met en valeur la peau blanche. Or, elle a la peau blanche comme la neige, et les lèvres rouges comme le sang. Ça, tout le monde connaît cette histoire. Bon, et c'est le seul dessin animé où Walt Disney a fait son héroïne brune. Toutes les autres, ce sont des blondes américaines, avec le QI qui va avec. Bon, mais quand vous racontez une histoire, vous pouvez lui faire la couleur de cheveux que vous voulez. Hein, Oui, bien sûr. Voilà. Lorsque vous racontez Peau d'âne, elle a 3 robes, une couleur du temps, l'autre couleur du soleil, etc. Vous pouvez en rajouter sur les robes couleur. Comment elle est la robe couleur du temps, hein, c'est pas simple. Voilà. Et le gosse, alors, constamment changer de façon à l'obliger à se faire des connexions de neurone à neurone, parce qu'il les utilisera plus tard. Vous avez des gosses, vous entrez en classe, vous savez, début d'année, début septembre, vous les regardez, ils sont 30 ou 40 en face, et là vous repérez tout de suite ceux à qui on n'a pas raconté de contes quand ils étaient petits. Et là, vous savez que ceux-là, ils sont déjà perdus. Ça va être compliqué. Voilà. C'est La quoi, responsabilité des parents est écrasante. Je supplie les parents trop cons de ne pas faire d'enfants. Que ceci soit bien clair. C'est quoi les critères, les signes qui font que tu t'aperçois que cela, c'est très rapide, j'imagine, l'analyse. Ah, ça va très vite. Vous savez, des gosses, ils vous regardent avec des yeux de poisson rouge, de carpe, vous savez. Et là, vous dites, oh mon Dieu, pour arriver à faire rentrer une idée là-dedans, il va falloir taper longtemps. Et il y en a d'autres, vous avez dans l'œil quelque chose une espèce de ruse, en quelque sorte, qui est tu vas pas m'avoir comme ça. Ouais. Voilà. Alors, Cela, il faut les travailler différemment. C'est ce qu'on disait sur le fait, c'est comme au théâtre, il faut travailler les publics de façon différente dans un petit espace, finalement. Quelles sont les valeurs que tu apprécies le plus chez les autres? Leur capacité à dire du bien de moi. La vie après la mort, c'est quelque chose Non. qui... Non, il n'y a pas de vie après la mort. Moi, je reviens, on parlait de Sartre, de Beauvoir tout à l'heure. Ouais. Quand Sartre est mort, elle était effondrée, Beauvoir. Et elle a eu cette phrase très belle dans un bouquin qui s'appelle La cérémonie des adieux. Elle dit « Sa mort nous sépare, ma mort ne nous rapprochera pas. » Voilà, restons-en là. C'est déjà bien de s'être aimé pendant toute une vie. S'il faut en plus s'aimer pendant toute une mort, on n'en finit plus. Voilà. C'est pour ça que je n'ai absolument pas peur de la mort. La souffrance, oui, c'est autre chose. Hein. La mort des autres me détruit régulièrement. Mais la mienne, non, parce que je sais que ce sera la fin de toute crainte, justement. Voilà. L'humour, c'est du sérieux. L'humour, c'est du sérieux. C'est essentiel. Enfin, je veux dire, si on ne rit pas au minimum une demi-heure par jour, on a perdu sa journée. Donc, je suis un très grand amateur de blagues. Une blague... De blagues, non, de blagues. De blagues de tous les niveaux. Vous voulez une blague? Allez. Il y a un scaphandrier qui travaille au fond de l'eau et qui reçoit un message du navire de surface qui lui dit « Remonte vite, on coule ». Voilà.
ça m'a soutenu pendant toutes mes années parisiennes quand je prenais le métro à 7 heures du matin et qu'ils avaient tous des gueules ravagées. Je me racontais ça et je souriais tout seul. Très bien. On arrive à la fin. Oui, on arrive à la fin. Il n'y Allez. a pas de fin, enfin, je veux dire, Allez. il faut clore. Il faut Voilà. clore voilà, l'interview. Imaginons que le paradis existe, que Saint-Pierre existe. On imagine, hein, on est dans une fiction. Quand tu arrives devant Saint-Pierre, qu'est-ce que tu comptes lui dire? Je pense à cause de mon chat. Je vais raconter une autre blague. Vous avez un chien et un chat, deux chiens et un chat qui arrivent au paradis en même temps. Et Dieu leur dit demande-moi ce que tu veux. Et le premier chien dit je voudrais m'asseoir à votre droite. Très bien, dit Dieu. Et le deuxième chien dit moi je voudrais m'asseoir à vos pieds. Très bien, dit Dieu. Et le chat le regarde et dit moi je me demande pourquoi vous êtes assis à ma place. C'est ce que Voilà. tu lui dirais. Et lui, qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait te dire? Il se lève et il me laisse à la place. Enfin, je veux dire, pas déconner, il faut reconnaître la supériorité des autres. Je Merci. suis un chat. Merci infiniment, Jean-Paul. Merci à vous. Hein. Et puis à très bientôt. Ah, ben, vous me direz quand tout ça sera finalisé. Très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.